Et finalement, moi, de plus en plus, je ne le vis pas comme ça. Je ne vis pas le sexe et la mort comme la chose qui est le reste du déchiffrement. Je ne peux pas en dire plus. Je sais, vous voyez ce que je veux dire. Il me semble que ça n'est pas le terme d'un déchiffrement, la mort et le sexe. Et donc, par là même, ça met en cause l'idée même de déchiffrement. Mais dire que vous parlez de la mort comme... Dans l'expérience existentielle, que tout d'un coup, on la découvre comme réelle. Oui, mais justement, le fait de pouvoir dire une chose aussi banale périme toute interprétation, en quelque sorte. Parce que je ne fais là que dire que je ne vais pas plus loin que la lettre, finalement. Je n'ai rien à dire d'autre, c'est-à-dire la seule chose que je découvre, c'est la lettre. Au terme d'un itinéraire qui peut être très compliqué, qui passe par des tas de relais d'interprétation, tout d'un coup, ce que je découvre, c'est la lettre. Et presque même la tautologie contre laquelle je me suis déchaîné si souvent. La mort, c'est la mort. Alors là, bon, ça serait toute une tradition, enfin toute une sensibilité qui évidemment a beaucoup de rapport avec des modes de pensée ou d'énoncés de type asiatique, oriental, de type Tao, Zen ou Tao. De loin, c'est un peu la même chose. De près, c'est pas la même chose du tout, mais de loin, c'est un peu la même chose. C'est le très bel apologue. Enfin, moi, c'est un apologue qui me parle beaucoup, je crois que c'est un apologue zen, je crois. Dans un premier moment, on dit les montagnes sont des montagnes, les rivières sont des rivières. Dans un second moment, on dit mais non, les montagnes ne sont pas des montagnes, les rivières ne sont pas des rivières. Et dans un troisième moment, on dit eh bien, les montagnes sont des montagnes, les rivières sont des rivières. Alors nous, n'est-ce pas, depuis 100 ans ou 200 ans ou plus, nous sommes dans l'ère de l'interprétation, c'est-à-dire qu'on est dans le second moment. Nous disons tous, depuis je ne sais pas combien de siècles, les montagnes ne sont pas des montagnes. Hein. La société, dit Marx, n'est pas ce que vous la voyez, elle est ce que je dis, qui est en dessous. L'âme n'est pas ce que vous voyez, dit Freud, elle est ce qui est en dessous, etc. Mais bon, il y a peut-être effectivement le moment de l'affirmation, de la bénédiction nietzschéenne, qui n'est pas le premier moment, mais qui est le troisième moment. Alors en quoi diffère-t-il du premier moment? Probablement par le trajet, tout simplement. Je veux dire par là, je ne veux pas faire état de formulation trop personnelle et trop liée à ma vie, mais quand on a un deuil, qu'on perd un être qu'on aime, il n'est pas sûr que ce soit à la première minute de cette mort qu'on puisse dire simplement « je souffre de la mort de ». Voyez-vous? Peut-être qu'on ne peut le dire qu'après des mois. Je souffre de la mort de ma mère, par exemple. Peut-être on ne peut pas le dire tout de suite. On dit beaucoup d'autres choses qui expriment ça, mais on ne dit pas tout simplement « je souffre de cette mort ». Ce dont je souffre, c'est de cette mort. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Dans votre introduction, vous disiez le deuxième mouvement était surtout ouvert sur l'avenir, surtout poser des questions sur ce que vous avez pensé. J'ai une question indiscrète. Oui. Non. Mais donc vous avez parlé de l'indiscrétion, c'est toujours sur le passé. Ah oui. C'est pas sur alors je pense pas au contraire. Ah bon, ah là là. Vous avez parlé d'une rupture, d'une culture et d'une ouverture sur le roman. Oui. Alors, vous avez la réponse de votre ancien collègue, si je savais le roman futur, je l'aurais déjà écrit. Oui. Mais vous avez quand même parlé d'une méthode, d'une possibilité, d'une méthode. Vous avez lié cela aussi à un moment où tous se trouvaient entre oui. Donc maintenant, dans cette ouverture sur le roman,
Si vous voulez que j'essaie de dire quelque chose, Oui, peut-être non. verriez-vous ne pas en parler. Non, pas du tout, non, non. Là. Dès on fait une méthode, donc ouverture, on arrive là. Non, là, je vais simplement dire quelques mots si ça ne vous ennuie pas. Ce sont des problèmes de pratique. Alors, vous les mettez dans une pratique. Bon, la pratique, c'est, il faut voir le type de vie que chacun de nous a et les tensions que ce type de vie lui apporte dans son travail. Quand on est professeur, une tension s'installe dans votre vie parce qu'il faut faire des cours. Et que les cours, en principe, ne sont pas de l'ordre de l'écriture. N'est-ce pas ? Donc, si vous avez un projet d'écriture et que vous êtes en même temps professeur, vous installez dans votre vie une certaine duplicité, enfin une certaine tension. Alors, j'ai donc fantasmé ou postulé ou désiré fortement arriver à un moment de ma vie, la seconde moitié, entre guillemets, du chemin, où j'arriverai à unifier ma vie, c'est-à-dire à ne faire que la même chose, que le même type de travail, et ne pas être tout le temps déchiré en disant « oui, je vais me mettre à écrire des fragments ou des textes peut-être romanesques, de les essayer, etc., de prendre des notes pour un roman pendant 3 mois ou 4 mois, mais après il faudra que je m'arrête parce que ça ne serait pas mon cours. » Vous voyez ? Alors, tout d'un coup, je me suis dit, non, j'en ai assez de cela, je veux une seule vie, une seule pratique, un seul travail. Alors, à ce moment-là, je me suis dit, puisque je ne peux pas renoncer tout de suite à mon enseignement, je vais prendre comme unique objet le livre que je voudrais faire, et je vais, dans le cours, tenir les auditeurs, grâce à leur bienveillance, du trajet de fabrication que je poursuis. Ça, c'est le projet. En principe, donc, ça devrait se développer comme ça. Mais en réalité, il y a une ruse qui déjà se fait jour, c'est que je suis entraîné à mettre l'accent et finalement à ne pratiquer que la réflexion un petit peu théorique sur la préparation, sans aborder la préparation elle-même. Et je risque finalement de retomber dans le méta-roman habillé du nom de production et non pas de produit. Enfin, c'est toujours très facile de faire des alibis théoriques. Mais effectivement, je suis menacé par ce danger-là. Et là, vous venez de dire il y a 20 minutes, les fragments du discours amoureux ont aucun rapport avec la préparation. Non, absolument pas. Quand j'ai préparé les fragments du discours amoureux, je n'avais absolument aucune réflexion sur le roman. L'idée de faire un roman, même si je l'ai eu depuis très longtemps, comme on a tout ça, des idées, mais je veux dire, j'ai eu mon petit chemin de Damas à ce sujet-là le 15 avril de cette année, où j'étais en séjour à Casablanca, où je m'ennuyais l'après-midi, et où je me suis mis sur mon lit. J'ai fait ce que Flaubert appelait une marinade, et mariné sur mon lit. Et tout d'un coup, j'ai pris conscience qu'il fallait que je me dévoue à une œuvre, même si je ne l'appelais pas, ce n'est pas une question de prétention, c'est une question d'intention. Et à ce moment-là, j'ai effectivement décidé d'investir tout mon travail intellectuel et toute ma pratique d'écriture dans une œuvre à faire. Qu'elle voit le jour ou non, ça n'a pas d'importance, c'est pas très grave. Oui. Alors donc, à partir de cela, à ce moment-là, j'ai essayé de construire ma vie de travail là-dessus, mais c'est très long de liquider les anciennes habitudes, les anciennes promesses, les anciennes commandes, ça prend des mois, je suis encore encombré, tout ça, et puis ensuite il faudra que j'ai beaucoup d'énergie pour résister enfin, aux demandes, et puis, parce que le monde intellectuel vous demande toujours, il vous demande des choses, mais c'est toujours les choses que vous avez déjà faites. Moi, on me demande maintenant d'écrire des articles ou de faire des émissions sur la mode, parce qu'il y a
12 ans que j'ai écrit un livre sur la mode, et ainsi de suite. Les mythologies, ça, toute ma vie, ça m'a suivi, n'est-ce pas? Ça me suit encore. Alors, donc c'est très difficile de résister à ça. Et c'est normal d'ailleurs, il n'y a pas du tout à être critique à l'égard de ces demandes, elles sont très, très normales. Mais donc, ça suppose effectivement je dirais encore une fois, en m'identifiant à Proust, sans me comparer à lui, comme je l'ai dit, Proust a très bien connu cela. Quand tout de même il a accompli sa retraite, entre guillemets, parce qu'elle n'est tout de même pas si solennelle et si rigoureuse que c'est exposé dans le Castex et sur Air, où on a une bande de la vie de Proust avec tout d'un coup, hop, comme ça, la retraite, et puis bon, et là, la chambre de Liège, enfin, etc. Non, c'est pas ça, mais enfin, tout de même, il y a un moment où il a tout de même, n'est-ce pas, sacrifié certainement beaucoup de choses de la mondanité, enfin, sur le plan de la santé, enfin, il a vraiment pris une option de vie pratique, de diète au sens étymologique du mot, d'hygiène, enfin, de diète quotidienne. Alors, je crois que c'est un peu le sens de ce que je voulais dire hier, c'est qu'il y a un certain moment où, pour supporter ce que j'ai appelé le dernier temps, la dernière case, la dernière vie, il faut peut-être accepter cela, paradoxalement. C'est-à-dire ne pas brûler la vie par le mauvais côté, mais la brûler par le bon côté, qui est le côté de la production, parce que c'est là que c'est vraiment vivant. Proust, il avait les moyens, si je puis dire. Est-ce que vous pourriez, au sens le plus plat du terme, financièrement, vous retirer du Collège de France et vous consacrer... Je vous dirais que le 15 avril, dans cet après-midi mémorable, qui n'avait rien d'une nuit solennelle d'ailleurs à la Pascale, mais je me suis dit, au fond, il faudrait presque que je démissionne du Collège. Mais je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait parce qu'effectivement, non, je veux dire, parce que là, vous abordez un problème, c'est-à-dire que si je pourrais peut-être à la rigueur vivre tant bien que mal avec des droits d'auteur toujours incertains d'année en année, n'est-ce pas? Mais de toute manière, ça voudrait dire que je redeviendrais esclave d'une demande, n'est-ce pas, et d'une commande. C'est-à-dire qu'il faudrait que j'accepte de faire des préfaces pour simplement avoir des droits d'auteur. Alors finalement, tout compte fait, c'est le fonctionnariat le bienheureux fonctionnariat dont nous parlions hier ou ce matin, c'est pas de la société française, n'est-ce pas, qui effectivement est probablement la meilleure formule pour... Proust avait des revenus, Gide aussi. Et Claudel n'a pas démissionné, vous m'avez regardé son nom. Malraux, je ne sais pas comment il s'en tiré. Je crois que le problème que vous avez évoqué est un problème que nous ressentons, certainement beaucoup de collègues et moi-même, la division entre le cours et l'œuvre personnelle est souvent même... Oui, parce que vraiment, ça n'est pas le même sujet, n'est-ce pas? Donc deux sujets différents. Et vous avez prononcé le mot d'inconscience non prégnant. Oui. Ah ben ça... Alors, est-ce que vous pensez que, par exemple, sur le plan littéraire, tout ce qui a été dit sur le plan de l'inconscient, c'est bien aussi concerne non, c'est-à-dire, dans la première version de cette conférence, je disais justement, et je ne l'ai pas dit hier par discrétion, qu'il me semblait que l'œuvre de Proust résistait finalement à une lecture analytique, sauf de votre part. J'ai dit au Collège de France, on nous parlait de ça il y a un mois. Parce qu'en réalité, il n'y a pas beaucoup d'études analytiques sur Freud. Il y en a beaucoup. Sur Proust? Oui, sur Proust. Non, il n'y en a pas beaucoup. C'est tout de même un texte qui, à part vous, n'est-ce pas, vous êtes d'accord là-dessus, tout de même résiste un petit peu? Non, vous non, oui, puisque... non, je suis de plus en plus convaincu que Freud est probablement celui qui a le plus clairement, si je puis dire, malgré l'Occident, vécu l'inconscient, mais Poulet m'avait écrit il y a longtemps une lettre me disant, vous savez, chaque époque a eu ses grands penseurs de l'inconscient. Les gens du XVIIe siècle, avec Nicole, avec La Rochefoucauld et d'autres, ils avaient leur pensée de l'inconscient. Alors, je suis d'accord avec vous que l'inconscient de Proust n'est absolument pas thématiquement l'inconscient de Freud, mais qu'à un certain niveau, tout discours profond sur l'inconscient
il faut bien qu'à un moment donné, ça passe par le discours de Freud, dans la mesure où c'est celui qui a le bien sûr. manifestement Non, mais peut-être qu'il ne dévoilé faut pas ses- faire ce qui est de mauvaise tactique, c'est de penser que le paradigme, c'est conscient et inconscient. C'est pas exactement comme ça. Non, car un des apports de Lacan, c'est d'avoir montré que l'inconscient parle quelquefois dans les moments d'élocution les plus C'est ça, conscients. Ce n'est pas le profond et la surface du tout. Non, ce que j'ai voulu indiquer justement hier, c'est que tout de même, à mon avis, chez Proust, il y a une science raffinée du conscient, malgré tout. Et qu'en général, justement, le conscient, la conscience, n'a pas fini tout de même son aventure. Des- Ah, les heures qui sont rangées, oui, oui. C'est une phrase de Proust. Hein. Les moments, etc., les heures sont rangées autour de nous, mais en désordre, hein, c'est quelque chose comme ça, j'ai pas le texte là. C'est le thème de la désorganisation, c'est ça. Que l'inconscient désorganisé d'une conscience nous Oui. Oui, comme désordre, oui. par rapport à l'inconscience. Non, simplement, oui, c'est un thème formel, n'est-ce pas, le thème du rhapsodique, c'est-à-dire du désordonné, d'une structure non organiciste, c'est-à-dire non centrée, en fait, qui ne se développe pas à partir vraiment d'un noyau, mais uniquement par des jeux de réponses, de reprises, comme dans une rhapsodie, justement. Dans une rhapsodie, il n'y a pas un centre avec un développement, mais il y a des rappels, il y a des retours. Toute l'œuvre de Foucault. Proust, au fond, il a conçu la recherche à partir du moment où il a compris qu'il fallait que ça se réponde. Comme ça. Principe qu'il a vu d'abord fonctionner dans Balzac, dans la comédie humaine. C'est ça qui l'a impressionné. En fait, c'est probablement ça qui a fait démarrer vraiment le projet. C'est qu'il a vu dans Balzac que ça l'a absolument fasciné, ça. Dans la comédie humaine, en fait, il y avait des personnages qui étaient dans un roman, qui reparaissaient dans un tout autre roman. Et bon, toute l'œuvre de Proust, et ça, c'est quand les choses absolument, des détails infimes reviennent plus tard à une autre place, n'est-ce pas, tout d'un coup. En général, une place inversée, d'ailleurs. Donc, c'est une structure qui n'est pas centrée, c'est une structure de réponse, de réplique. Un truc qui n'est pas classique. C'est assez picaresque. Pour préciser ce que vous dites là, sur les rapports d'inconscient freudien et proustien, je suis frappé quand on continue à relire Proust après qu'on a soi-même écrit sur Proust, heureusement, c'est de voir à quel point, en un certain sens, l'inconscient proustien est en avance sur l'inconscient freudien, c'est-à-dire qu'il y a déjà chez Proust une dialectique du désir telle qu'on la ressent à l'époque actuelle, le désir comme désir de l'autre, ce qui n'est absolument pas freudien, désir qui ne sort pas du tout d'un arrière-fond biologique, mais qui est la prise dans le désir de l'autre, la catégorie du snobisme qui fait jouer on doit ça à Girard en partie d'avoir montré ça. Et en ce sens-là, l'inconscient de Proust, c'est déjà l'inconscient tel que Lacan, par exemple, à certains égards le décrit. Mais ce qui est curieux, c'est que Lacan ne cite jamais. Jamais, c'est ça, oui. Ça, c'est comme assez scandaleux. Ça, vous dites alors finalement ce que je voulais dire, qui m'avait frappé, c'est qu'effectivement, c'est pas tellement qu'on n'ait pas fait d'une analyse de Proust sur vous, c'est que les psychanalystes n'aient jamais parlé de Proust. Ça, mais écoutez, ils ont jamais parlé de littérature. Non, sauf Freud dans la Gravigrade, finalement. À part ça. Oui. Il me semble que ce qui est capital chez Proust, c'est que, en particulier dans cette passage, les choses ne sont pas, il ne peut pas mettre les choses à leur place. Oui.
c'est à tout en fait. Oui. C'est-à-dire que il a décidé d'un certain nombre de lieux où il a vécu, un certain nombre de chambres. Oui. Oui. Et puis il ne sait plus de quelle chambre il s'agit. Oui. Il ne sait plus si c'était à Oui. ou si c'était à les désordres dont il s'agit là, plutôt une espèce de organisation du scientifique. C'est simplement une incapacité à la localisation. Oui. C'est-à-dire que c'est plutôt de l'ordre du vertige. Oui. Et là, je crois, il y a ce qui est, semble-t-il, le plus intéressant dans ce que Proust, dans ce que l'œuvre de Proust dit de l'inconscient, c'est que, si vous voulez, on dit toujours que Proust est un romancier de la mémoire. Oui. Ce qui va se rappeler, c'est que Exactement. c'est un romancier de l'oubli. Exactement. Je crois que ça, c'est absolument. Oui. Naturellement, Patron dit. Et naturellement, pour que ce qu'il dit une réalité, il faut qu'à un moment, il cesse de dire que là, vraiment, la grande expérience bouleversante pour Proust, c'est le moment où, tout à fait par hasard, il a récité ce c'est le moment où, tout à fait par hasard, un oubli se fait. Mais ce qui est le fond de l'expérience, ce qui est l'expérience même de soi, c'est le moment oublié. Absolument. Et encore une fois, oublier quelque chose, là je crois que tous les grands petits connaissent ça, oublier quelque chose, ça n'est pas n'avoir rien à tout instant. Oui. C'est se dire, j'ai vu ça quelque part. Oui. Et l'amnésie, ça passe sa vie, n'est-ce pas, à avoir comme ça des souvenirs complètement erratiques, et à ne pas savoir où les placer. Typiquement, dans le genre de métier que nous pratiquons, ça consiste à se souvenir d'une phrase, ça, c'est capable de la placer. Alors, dans un autre ordre, le trouble de la conscience. C'est ce trouble de la mémoire qui consiste en un outil qui n'est pas clair, naturellement, mais c'est une capacité à savoir où placer ce dont, de façon tout à fait erratique. Ça, je crois que c'est un aspect de ce qu'on peut appeler l'expérience de l'inconscient. C'est un des aspects, je crois, les plus originaux de ce que Proust a dit que sont les éléments de l'inconscient. Et ça, je crois, ça n'est pas, je ne dirais pas que ça n'est pas proche de Freud, mais ça n'est pas proche de l'idée courante du Freud. Oui, absolument. Il y a d'autres choses qui, je pense, sont beaucoup plus proches chez Proust, qui ont fait, là, tout ça est alors proche de la vulgate, si ça avait été comme ça, c'est qu'il a dit depuis. Oui, c'est sûr. Mais en même temps, pour prolonger, justement, quand je pensais, bon, si j'avais à faire un roman, etc., et je me disais, mais je ne pourrais jamais faire un roman parce que je n'ai aucune mémoire. Ah oui, excuse-moi, Hein? Quoi? non, vous répondez à une question que je voulais absolument vous poser. Ah bon? Oui. Et je voulais faire passer un espèce De mon absence. Voilà. Voilà, alors voilà, c'est ça. Vous le dites encore mieux. Parce que. J'ai toujours l'impression que Oui. vous avez une description. Une brume. Et alors, mais écoutez, ça c'est extraordinaire. Vous n'avez pas lu le colloque de Cerisy qui vient de paraître? Là, oui. Ah, mais c'est peut-être votre mémoire là qui. Non, simplement parce que justement, j'ai dit à Cerisy dans une intervention
je me suis amusé à évoquer la fiction en disant, voilà, j'arrive à Cerisy, qui est en Normandie, et j'ai l'impression que j'ai traversé une rivière qui s'appelle la Mémoire, et j'arrive dans un village qui est Cerisy, et qui s'appelle Brume-sur-Mémoire. Et maintenant, cette image me poursuit car je me sens tout le temps effectivement embrumé. Et pendant que vous parliez, je me disais, mais il faut que je lui dise que c'est un autre phénomène encore que l'amnésie, n'est-ce pas, qui est total, et puis tout d'un coup, comme ça, il y a un souvenir tout de même précis, parce que dans Proust, c'est même une précision folle quand ça se met à fonctionner, tandis que moi, j'ai vraiment toujours l'impression de lutter, d'avoir à lutter, à ramer, pour ramener comme ça des précisions. C'est pas complètement disparu, mais ça n'est pas là, je ne peux pas l'utiliser, voyez-vous. Et en particulier pour les dates, enfin, c'est absolument flagrant. Je ne pourrais pas, par exemple, je ne pourrais pas écrire ma vie, enfin, écrire des mémoires de ma vie. Je n'ai aucun élément pour retrouver, d'une façon en tout cas chronologique, je sais bien que c'est pas proustien, mais je ne pourrais absolument pas me rappeler ma vie, enfin, en tant qu'organisation. Vous avez commencé une phrase, vous avez dit que vous avez écrit que vous ne pouviez jamais écrire un roman quand vous veniez. Parce que justement, j'ai pas de mémoire et que je pensais, je pensais que même pour écrire un roman, il fallait de la mémoire. Il fallait se souvenir des choses. Vous revenez sur ce c'est-à-dire, non, je me dis comment est-ce que je vais faire, moi qui n'ai pas de mémoire. C'est-à-dire que vous avez déjà eu une conception du roman, malgré ce que vous en ayez dit hier soir, que ça implique déjà une certaine conception du roman. C'est-à-dire, c'est une conception de pouvoir. C'est le type qui se dit, mais je ne vais pas pouvoir le faire parce qu'il me manque tel pouvoir pour le faire. Oui, bien sûr, c'est une conception, mais c'est une conception très pratique, c'est pas théorique. J'ai l'impression que je ne pourrais pas trouver des choses à mettre comme ça dans un tissu romanesque si je ne les prends pas, au moins au départ, dans des choses qui me sont arrivées ou que j'ai entendues, etc. Alors là, on retrouve justement le problème que je me pose alors, donc cette année en grand dans le cours du collège, qui est le problème de la notation. Car effectivement, ce qui peut combattre la brume sur mémoire, c'est de noter. Noter. C'est le problème des carnets du romancier. Alors je pensais d'abord centrer le cours sur les carnets du romancier, mais comme toujours, j'ai eu un peu la flemme de faire la chasse aux carnets de romanciers. Je ne sais pas très bien quels sont les romanciers qui ont tenu des carnets, il doit y en avoir beaucoup, mais je me suis dit, on va accueillir la nationale très souvent, de débattre dans les fichiers, enfin bon. Finalement, je ne l'ai pas fait. Mais c'est le problème de la notation. Parce que, bon, je suis quelqu'un qui prend des notes facilement, brèves, mais en général, justement, j'ai tellement peu de confiance dans ma mémoire, et j'ai un tel sentiment de la précarité des idées, du fait que les idées peuvent retourner au néant, qui est peut-être leur substance normale, disons, que effectivement, j'ai tellement peur de l'aphasie, qui est liée justement au manque de mémoire, que je note à tout hasard, pas quand je peux, je note, vous savez. J'ai un petit carnet, n'est-ce pas, là, ça, par là. Voilà. Et je note. Bon, ça dépend, comme ça, je note, et puis alors le lendemain matin, je note juste d'un mot pour ne pas l'oublier, mais en général je peux reconstituer d'après le mot, et le lendemain matin je note sur un bout de papier, et alors à ce moment-là, c'est déjà un matériel, ça peut aller dans un tas de fiches ou dans un paquet. Et donc la notation est très importante pour moi, et je pourrais d'ailleurs parler de la notation, ce que je fais cette année au cours, sûrement. Mais cela dit, justement, le problème que je vais me poser au cours, est-ce qu'on peut faire un roman à partir de notation? Est-ce qu'il y a un rapport quelconque entre la notation et le roman? Vous voyez?
Ce qui m'intéresse beaucoup là-dedans, c'est que vous parlez beaucoup vous en avez parlé beaucoup hier soir, du projet donc, du roman, c'est-à-dire vous dites, même si je n'écris jamais de roman, ça n'a aucune importance. Je pense que pour Proust aussi, à un moment donné, ça a dû être comme ça, et puis un jour, ça a dû changer. C'est-à-dire que le roman, tout d'un coup, il fallait l'écrire. Et je pense que ça vous arrivera aussi. À ce moment-là, c'est très gentil, mais c'est un vœu pieux, un vœu bienveillant, mais peut-être, je ne sais pas, oui. Non, parce que quand je revois mes notations, alors l'envie d'écriture me prend, mais j'ai envie de les écrire comme fragments. C'est-à-dire, à ce moment-là, j'ai envie de reprendre la notation et de lui donner une existence d'écriture, mais comme fragment. Mon débat actuel, puisque vous voulez bien vous intéresser à tous ces pronoms personnels qui sont dans les phrases actuellement, mon débat actuel, c'est effectivement autour du fragment. Là, il y a eu à Cerisy, justement, notre ami François Val a fait un très bel exposé qui était une interprétation analytique et lacanienne de très grand niveau sur la notion de fragment, qui est effectivement le passage de la castration, disons, en gros. Ce qui fait que le rêve dont je fais état actuellement, devant vous, hier, aujourd'hui, c'est un rêve qui a trait à la castration, qui a trait à une façon de la nier ou de la dépasser, de la surmonter, je ne sais pas très bien. La surmonter, non, parce que c'est en continuant à écrire des fragments que finalement je la surmonte. C'est plutôt un rêve un peu régressif, le roman. C'est un rêve qui, disons, si j'arrivais à obtenir de moi une pratique du continu, c'est-à-dire du non fragmenté, s'apparenterait un peu plutôt à une perversion, finalement. Ce qui fait que si j'étais bon analyste de moi-même, je douterais fort d'arriver jamais à écrire un roman. Est-ce qu'on peut vous poser une question indiscrète, mais à laquelle vous nous conduisez pratiquement vous-même, et d'ailleurs à laquelle votre œuvre vous conduit aussi? Est-ce que vous n'avez jamais été tenté par l'expérience du divan appliquée à vous-même, non plus à la lecture de Balzac ou d'autrui, mais... Si, oui, je l'ai été, alors, indiscrétion pour indiscrétion. Non, je l'ai été à 2 reprises, et si je le dis, c'est pas tout de même ça a une portée évidemment qui me dépasse. Je l'ai été les 2 fois, et les 2 seules fois, à l'occasion de crises amoureuses, au sens propre du terme. La crise amoureuse devenant à un certain moment tellement intolérable, faisant tellement souffrir, que ce soit imaginairement, peu importe le moment qu'on souffre, que finalement c'est un recours, en tout cas pour nous qui sommes dans ce milieu-là, ça nous est désigné comme un recours. Alors, effectivement, par la première fois, ça n'a pas été jusqu'au bout. La crise amoureuse a dû se résorber avant que j'aie l'adresse du psychanalyste. Et alors, la seconde fois, plus récente, qui donc, même assez proche du livre à ce moment-là, où j'ai été, si ça vous intéresse, je vous le raconte, j'ai été voir qui? Lacan. D'accord, oui, mais ça, il ne faut pas. Mais oui, il ne faut pas, mais c'est comme ça. Non, parce que je me suis dit, autant s'adresser au bon Dieu qu'à ses saints, etc. Non, à vrai dire, c'est pas comme ça que ça s'est passé. J'ai voulu demander à Lacan, et tout ça est très analytique d'ailleurs, de désigner quelqu'un. Et alors là, il y a eu un malentendu. Toujours les études psychanalytiques sont pénétrées d'humour involontaire. J'ai téléphoné à Lacan pour lui demander un rendez-vous. Mais je n'ai pas prononcé le mot qu'il fallait prononcer pour éclaircir la chose. Lacan m'a donné un rendez-vous et a cru que je venais le voir pour une question de revue littéraire ou quelque chose comme ça. Alors quand j'ai commencé à parler, pour lui exposer mon cas, et ce que lui demandais de me désigner quelqu'un, il m'a dit « Ah, mais c'est une consultation que vous voulez. »
Et alors là, le décor a changé, les places même ont changé, et surtout le tarif a changé. Et le temps aussi. Alors j'ai vu, je peux le dire tout de suite, d'ailleurs j'ai vu Lacan 3 fois, 3 consultations. Bon, multiplié par 3. Et après quoi, il a conclu, sans me le dire, mais d'une façon... Moi, j'ai eu beaucoup d'admiration, d'ailleurs, pour la façon dont il s'est conduit avec moi dans ce cas-là. Finalement, ça voulait dire, c'est pas la peine. C'est pas la peine, ça voulait dire en clair ça. C'est lié à une crise amoureuse, elle va passer toute seule, comme toutes les crises amoureuses, c'est pas la peine. Et alors, il m'a dit, écoutez, je vais réfléchir, si je pense à quelqu'un, je vous le dirai. Il y a de ça 2 ou 3 ans, et plus une nouvelle de Lacan. Voilà. Cela dit, est-ce que je réponds oui? Oui, je réponds bien sûr. Je réponds oui. Est-ce que vous avez, pendant les 3 fois que vous avez vu Lacan, vous avez eu l'impression qu'il se passait, je vais ça impersonnellement, pas forcément Oui, en vous, oui. mais qu'il se passait quelque chose dans l'échange qui ne correspond pas à ces conversations d'amis dont précisément... Ah oui, notre oui, bien sûr. Notre- Non, ce qui se passait était déjà assez pré-analytique, c'est-à-dire il se passait un sentiment très pénible, d'ailleurs pour moi, de déflation de mon propre discours. N'est-ce pas? Au fur et à mesure où je racontais ma petite histoire, moi-même j'étais angoissé par l'absolue bêtise de ce que je racontais. Alors donc ça avait un effet déjà. Non, à mon avis, il s'est conduit, parce qu'on lui fait énormément de reproches sur ce plan-là en tant que praticien de l'analyse. Mais moi, mon témoignage, c'est qu'il s'est conduit d'une façon parfaitement raisonnable, si j'ose dire, à mon égard. Et qu'il a vraiment bien diagnostiqué. Je propose l'une des 2 choses. Est-ce que, ou bien on continue encore un quart d'heure, 20 minutes, ou alors on se retrouve demain à 3 heures, Oui. à 3 heures plutôt que de 2 heures, pour 1 heure, 1 heure et demie, le temps que... Oui, très bien, mais je ne demande pas mieux. Est-ce que vous voulez qu'on essaye de centraliser un peu demain sur quelque chose pour pas que ça ne reste trop égotiste? Je ne sais pas si je suis capable d'ailleurs d'autre chose, mais enfin, si vous voulez qu'on réfléchisse un peu à un thème avant, peut-être assez différent, je ne sais pas, quelqu'un a-t-il une demande ou une suggestion de thème, de territoire? Sinon, on n'a pas... Je serais content si on pouvait commencer par parler alors du projet même du roman, si vous étiez d'accord. Oui, d'accord. Alors, est-ce qu'on dit à 3 heures, et puis je pense que la formule de 3 heures, c'est trop long. Oui, c'est trop long, oui. Alors demain, on se plutôt que 2 heures, j'avais mis 14 heures pour qu'on se retrouve, mais on est 15 heures ici, et puis ça prendra le temps que ça prendra. Alors, enfin, pas plus d'1 heure et demie par là. D'accord? Peut-être je pourrais, moi, poser des questions. Oui, absolument. Circuler si vous voulez. Tenez, là, par exemple, vous voyez, voilà une des tables qui est là. Et vous voyez, les acteurs sont dessus. En fait, là, c'est un groupe de femmes. C'est les groupes de femmes qui, pendant que les hommes sont à la guerre, etc., font de la charpie, c'est-à-dire la charpie, ils découpent, vous savez, des draps, etc., pour faire des bandages pour les blessés. Alors, vous voyez, là, c'était une des tables avec la lumière que vous voyez, ça, c'était une très belle idée. Si vous avez vu sur d'autres photos, la cartoucherie, c'est une sorte d'ancien hangar et tout. En haut, le plafond, il y a des sortes de verrières et tout. Ils avaient réussi, par des procédés techniques, à recréer la lumière du jour artificiellement. Donc même quand ils jouaient à l'intérieur, le soir, on se croirait en plein jour. Et je me rappelle pendant les répétitions, toutes les répétitions, quelquefois, on ne savait plus l'heure qu'il était, on pensait qu'il était encore dans l'après-midi, alors qu'il était 9h du soir, parce que c'était vraiment la lumière, je l'ai en plein jour. Alors ça, c'est une des tables, si vous voulez la faire passer. Bon, là, c'est les galeries, tout ça, c'est, je ne parle, mais
Mais la première partie de 93, pour faire une sorte de relais avec 1789, commençait, la cartoucherie est divisée, je veux dire, en quelque sorte en deux comme ça. Il y a une partie qui est l'accueil, si vous voulez, où les gens se réunissent, là, les spectateurs, où ça peut être aussi hall d'exposition et tout ça, il y a des photos et tout. Il y a aussi un bar, mais pas le genre de bar que vous trouvez dans les théâtres traditionnels, des bars où il y a de très bons sandwichs qui sont d'ailleurs fabriqués par les comédiens, je veux dire, avant le spectacle, etc. Bon, non, mais c'est important parce que toute l'atmosphère, je veux dire, est différente. Et le spectacle commençait dans la première, je veux dire, partie par une sorte de parade des grands, les aristocrates et tout. C'était une sorte de rappel de 89, c'est ça, vous voyez, c'est complètement différent après de 93. Et ensuite, on entrait dans la salle où se passait 89. C'était, voilà, les grands vous ont raconté leur histoire. Nous, maintenant, les sans-culottes, on va vous raconter la nôtre, de notre point de vue. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'était la parade au début. Et ensuite, voilà, simplement pour vous montrer ça, c'est les femmes qui font la queue pour avoir du pain. C'est en 1793. On devait voir aussi à l'appareil. Ah oui, à l'appareil. Bon, oui, ça, je m'excuse. J'oublie l'appareil. Ça aussi, c'est des photos de répétition, donc c'est pour ça qu'il n'y a personne dans les balustrades. Mais ça aussi, c'est les sans-culottes, là aussi. Vous pouvez faire passer. Bon, ça c'est une photo de répétition, si ça vous amuse de la voir. C'est Ariane Mouchkine qui est derrière, je montre aussi à l'appareil, c'est Ariane Mouchkine qui est derrière, et c'est une photo de répétition, je veux dire, en costume. J'ai beaucoup plus de photos et plus parlantes sur, donc je fasse attention, sur 1700, je vous montrer là, sur l'âge d'or, le dernier spectacle. Ça c'est la cartoucherie. La cartoucherie à l'extérieur, vous voyez que ça vient d'un théâtre, hein. Et c'était encore au moment de 93. Dans cette partie-là, c'est là, je veux dire, où se situe le théâtre, enfin, où se donnent les représentations, je veux dire, etc. Et cette partie-là leur sert, ils font tout, là, leur sert de construction pour les décors, pour les costumes, etc. Il y a une salle à manger, ils déjeunent là, etc., etc. Vous voyez, c'est les deux. Et cette cartoucherie, c'est devenu plutôt célèbre maintenant, parce qu'il y a des tas de bâtiments comme ça. Alors, voyant que le Théâtre du Soleil s'est installé là, il y a des tas d'autres théâtres qui maintenant sont installés là. Alors, ça devient une sorte de centre culturel, en quelque sorte. C'est vrai, il y a beaucoup de théâtres, et c'est... voilà la cartoucherie. Pour vous montrer à l'intérieur, tout ça c'est des photos. À l'intérieur de la cartoucherie, j'en ai une, évidemment. C'est pas. Ah, elle n'a pas été rendue. Voilà. Ça c'est la construction. C'est en vous dire, pour l'âge d'or, ils ont reconstruit encore la cartoucherie à l'extérieur, à l'intérieur, je veux dire, c'est pas. Et ça, c'est la reconstruction, je veux dire, de la cartoucherie. L'idée pour l'âge d'or, c'était d'avoir un lieu, en quelque sorte, un lieu un peu neutre, une sorte d'agora publique, vous savez, de lieu de rencontre comme ça. En fait, il y a 4 grands creux. Là, ils sont en train de creuser les creux comme ça, et les spectateurs se déplacent d'un creux d'un autre, et ils sont assis le long de la pente, et les acteurs jouent là. Ça, c'est la construction à l'intérieur. Là. Et vous allez voir ce que ça donne une fois que c'est. Là, c'est encore un peu en construction, mais ils sont en train de répéter avec les techniques déjà, la comédie à l'arte et tout ça, vous voyez là. C'est une des premières improvisations pendant la construction du nouvel espace. Vous voyez un peu? Et là, c'est quand c'est complètement terminé
C'est-à-dire c'est éclairé par les multiples petites lumières, etc. Vous savez qui font un peu cirque-foire, etc. Et en même temps, c'est assez intéressant parce que si vous voulez, l'espace à l'intérieur est en même temps utilisé. Là, par exemple, ça représente une plage. Mais il n'y a pas, vous comprenez, je veux dire, il n'y a pas, c'est simplement l'utilisation, je veux dire, de l'espace à un moment donné. C'est toutes les choses de la comédie dell'arte et tout, c'est que les comédiens eux-mêmes, à l'intérieur de cet espace neutre, créent leur propre espace pour chaque scène qu'ils vont jouer. Vous voyez? Alors là, c'est la plage. C'est une des choses qui se passe sur la plage. Là, c'est des photos de répétition. Ça, c'est Ariane Mouchkine qui est là en train... et les autres comédiens sont constamment présents pendant les... Il y en a qui ont mis leur masque et tout ça. Ce sont des photos répétition à l'intérieur. Vous voyez? Je vais regarder tout ça. J'essaie de mettre les plus... Ça, c'est Ariane Mouchkine assistant à une répétition. C'est là où les spectateurs sont assis. Et c'est dans le creux un peu plus bas que se trouvent les spectateurs. C'est ça. C'est la directrice. C'est ça, c'est la directrice. Là, c'est avec la musique. Je ne peux pas tout vous montrer. Ce que je vais vous montrer, par exemple, c'est sur les techniques de masques. Ce sont des masques qui ont été inventés et tout, mais celle-ci est assez intéressante parce qu'on voit la comédienne avec masque et sans masque, ce qui change complètement le jeu. C'est le masque vous oblige à un jeu complètement différent. Ça, c'est le masque d'Arlequin, mais du nouvel Arlequin, d'Abdullah. Et l'arabe comique, ça, c'est pas l'histoire? Non, il n'est pas comique. C'est pas une question. C'est pas. Il peut être comique, mais c'est pas. Non, c'est une sorte de. Il ne représente pas, si vous voulez, un arabe. C'est un personnage qui est, bon, un arabe, je veux dire, immigrant, etc. Et en fait, s'il y a une histoire, mais il n'y a pas vraiment d'histoire, c'est des multiplications, je veux dire, d'histoire. C'est Abdullah qui arrive, par exemple, dans un pays étranger, la France, c'est ça, c'est le lumpenproletariat, en quelque sorte, le prolétariat, et qui se trouve devant ce pays, qui découvre peu à peu, et il lui arrive des aventures et tout ça. Mais c'est pas caricatural et c'est pas non plus, vous voyez ce que je veux dire. Ce qu'ils veulent éviter aussi, c'est une caricature d'ailleurs facile également des grands en quelque sorte. Ça c'est Pantalone, nouvelle incarnation de Monsieur Pantalone. Pantalon. Le spectacle en fait commence par la vieille commedia dell'arte. Le spectacle commence par, et là vous allez voir la différence des masques et tout, le spectacle commence par l'histoire de la peste à Venise, etc. C'est la vieille commedia dell'arte. Aussi dans la première partie de la salle. Et ensuite on passe dans cette salle que vous pouvez voir, qui a été aménagée, et c'est la nouvelle commedia dell'arte. Ça c'est la première commedia dell'arte, l'ancienne, vous voyez, pour montrer le passage. C'est la peste à Venise. Bon, et ça, c'est dans le lobby de la cartoucherie. Et c'est la vieille commedia dell'arte. Et ensuite, on passe dans l'autre, dans la salle, et on voit la nouvelle. Non, c'est pas du tout. Enfin, je veux dire, c'est très drôle en même temps, mais pas drôle dans le sens, je veux dire, on se moque et tout. Là, c'est une assez belle photo. C'est simplement pour montrer. Et c'est un spectacle, évidemment, qui utilise. Il n'y a pas beaucoup de texte, je veux dire, où c'est improvisé et tout. Et ce qui utilise énormément le corps, la voix, etc. du comédien. Il a créé une voix spéciale, enfin je veux dire, et là il se trouve que ça c'est, je vais vous expliquer, mais ça c'est Abdullah qui dort. Je vous explique, non mais qui dort, je vous explique pourquoi il dort. Non, mais c'est parce que tout d'un coup il arrive, bon, et puis il sait pas où loger. Alors il rencontre un copain qui lui dit, je loge dans un hôtel,
savez, ces hôtels comme ça qui existent à Paris, peut-être probablement ici aussi, où il y a énormément d'États, je veux dire, d'immigrants arabes, etc., qui sont coincés à Coléo, et il arrive, et tout ça et tout ça est créé par le comédien. On ne voit pas l'hôtel, on ne voit pas la chambre d'hôtel, mais par ses gestes, par son regard, et tout, ça existe. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est vraiment une création. Et alors, il entre avec son copain et tout, et comme c'est complètement Charles, enfin, il y a plein de monde et tout ça, il arrive à peine à se faufiler. Alors, il essaie de pouvoir dormir, il se met sur quelqu'un d'autre, donc il faut qu'il se lève et tout. Et finalement, voilà la position qu'il trouve pour dormir. C'est assez formidable. Et c'est la position qu'il a. Mais en même temps, si vous voulez, dans ce simple geste, une masse d'informations est donnée, et pas seulement information, c'est en même temps très poétique au sens où il y a vraiment une création. Vous comprenez ce que je veux dire? En fait, vous savez, ça rappelle beaucoup, je ne sais pas si vous connaissez Meyerhold, le metteur en scène russe, je veux dire, des années 1918, je veux dire, et après, mais même avant, il a commencé, à 1905 et tout ça. Il a beaucoup écrit sur la commedia dell'arte, et lui aussi rêvait d'une résurrection du théâtre d'improvisation et de comédie dell'arte et tout. Et il disait justement que dans ce théâtre, les acteurs étaient créateurs et les spectateurs étaient en quelque sorte aussi créateurs, dans la mesure où, quand on ne vous donne pas tout sur un plateau d'argent, en quelque sorte, quand on ne vous dit pas, bon, ben ça c'est l'hôtel, puis vous voyez, ailleurs il y a des fenêtres, et puis il y a une table, puis il y a un lit, etc. Mais quand c'est simplement suggéré, je veux dire, par le comédien, le spectateur a non pas un effort, je veux dire, parce qu'en fait, justement, ils ont essayé de jouer ce spectacle pour voir, parce qu'ils se sont dit tout d'un coup, zut, nos masques, la comédie dell'arte et tout ça, peut-être que ça ne va pas du tout parler aux gens, les gens vont peut-être pas comprendre, vont peut-être pas. Ils ont essayé de jouer dans ce village des Cévennes, des villages dans le sud de la France où les gens n'avaient jamais été au théâtre, ils ont débarqué sur la place publique, jouaient un peu d'instruments, et puis ils demandaient aux gens des thèmes d'improvisation, ils donnaient, et puis ils jouaient avec leur caractère. L'idée, c'est qu'il y a les caractères, et ils peuvent s'adapter ou interpréter plusieurs situations. Et au contraire, les gens comprenaient, saisissaient, sentaient, je veux dire, immédiatement. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est là où je veux dire, c'est créateur dans ce sens-là. Est-ce qu'il a été question de voyage à l'étranger du tout, ou c'est trop ambitieux? Oh non, pas du tout. Le Théâtre du Soleil est connu. Le 1789 a été joué avec un succès fantastique en Italie. Et a été joué avec ses succès fantastique à Londres, et pourtant le public anglais est pendant un mois, et pourtant très difficile. Non, j'ai essayé, ça n'a pas. En fait, pour le Bicentennial, il était question, mais le problème, c'est que Ariane ne veut pas reprendre 89, qui pour elle maintenant est un vieux spectacle. Évidemment, ça intéressait les gens parce que 89, c'est la Révolution, donc pour le Bicentennial, c'est etc. Mais L'Âge d'Or, à mon avis, est un spectacle qui pourrait extrêmement bien voyager, étant donné que le texte n'est pas très important et que le son, le mouvement du cœur, le rythme est important. Ça, c'est Ariane, vous pouvez la voir, c'est assez intéressant avec le rapport avec les comédiens, qui est en train de donner des indications, je vais vous la passer après, aux comédiens. Là, ils travaillent avec le clown. Vous savez, il y a une chose, c'est par exemple, quand ils arrivent, même dans 93, quand ils n'arrivaient pas, quand ils tombaient dans le naturalisme, pour raconter quelque chose, et quand ils n'y arrivaient pas à donner une véritable dimension à ce qu'ils racontaient. Je me souviens par exemple d'une improvisation où les femmes faisaient de la charpie et parlaient en même temps des hommes sur le front, etc. Ça tombait dans le bavardage, vous savez, ou ça tombait dans la conversation, non pas de salon, mais aussi bien de cuisine, etc. Ça allait pas. Ariane disait, mais non, parce qu'il faut qu'il y ait une dimension comme la tragédie grecque, on doit baigner dans le sang, en quelque sorte, sans que le sang soit, vous comprenez, sur la... Et une des choses pour débloquer ou pour tâcher de trouver une autre dimension, c'est de mettre des nez de clown. Ça peut vous paraître complètement bizarre, parce que vous pouvez dire que des nez de clown, ça tombe au contraire dans le... Mais non, pas du tout. Vous savez que le clown, d'ailleurs, n'est pas au fond un personnage d'un rigolo extraordinaire. C'est un personnage en même temps assez triste et tout. Et là, c'est une... Alors, quand ils n'arrivent pas à trouver quelque chose, très souvent, ils reviennent, ils mettent leur nez de clown, et on arrive à trouver la voix est différente, et tout est différent. Et là, ça, c'est avec les nez de clown.
Ils n'ont pas gardé ça du tout dans le spectacle, c'est simplement pour un niveau de travail. Il y a aussi une autre de leurs techniques, c'est qu'ils demandaient à des groupes de spectateurs, mais des groupes de spectateurs appartenant à un milieu, par exemple des immigrants, de venir voir le spectacle, enfin pendant la répétition, même pour donner des idées d'improvisation, etc. Quelquefois, ils étaient coincés par des situations qu'ils n'arrivaient pas à trouver. Eux-mêmes, ils ne sont pas, je veux dire, des travailleurs immigrants, etc. Alors ça, c'est des groupes de spectateurs assistant à certaines des répétitions. Là, c'est Ariane Mouchkine qui donne des indications à un des acteurs. C'est intéressant au point de vue du mouvement. Vous voyez, elle essaie de montrer la position, je veux dire, du ventre, etc., qu'il doit avoir. Vous voulez ? Il y a certains des personnages qui ne sont pas masqués. Là, il y a par exemple un déjeuner pendant un moment qui se passe dans la maison d'un architecte contemporain. Il vient d'y avoir une catastrophe, c'est un peu l'histoire. Il vient d'y avoir une catastrophe, il y a une tour gigantesque qui était en train de construire et qui s'est complètement déglinguée. Et il y a un ouvrier, Abdullah d'ailleurs, qui est mort. En fait, il n'est pas mort. Je veux dire, le spectacle ne suit plus maintenant une histoire, rien ne dit que c'est vrai. Toutes les informations nous parviennent par bribes maintenant, comme ça. C'est très difficile de faire une histoire de tout. Il y a des petites informations qui nous parviennent, je ne sais pas moi, de Russie, des États-Unis, du Vietnam, du Cambodge. Non, mais c'est vrai, je veux dire, d'Afrique, etc. Et donc, le spectacle, qui n'est pas compliqué, c'est pas, je veux dire, abstrait et tout, raconte pas l'histoire d'Abdullah depuis qu'il est arrivé à Marseille jusqu'à ce qu'il meure, etc. Mais c'est comme ça par flash, pas par flash ou par scène, enfin je vais par brille, etc. En fait, moi je vous dis le spectacle, par les répétitions, j'ai assisté aux répétitions, mais je n'ai malheureusement pas encore vu le spectacle, je le verrai en juillet, parce que j'étais là. En ce moment, ils jouent au Théâtre des Nations à Varsovie, d'ailleurs, ils ont été invités. Et là, vous voyez le contraste, enfin, entre des personnages qui ne sont pas masqués et des personnages masqués. C'est la femme de l'architecte, c'est Volpone qui joue, enfin là c'est un promoteur immobilier, mais Volpone peut être un promoteur immobilier et il peut être d'autres personnages. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un type, enfin, qui peut interpréter, c'est comme Abdullah, il peut être plusieurs choses. Ça c'est celui qui fait les masques. Alors il y avait des quantités de masques comme ça suspendus que les acteurs essayaient et ils jouaient... où ils essayaient de créer leur personnage suivant qu'ils sentaient plus ou moins le masque et tout, et ensuite l'artiste, parce que c'est vraiment un artiste, modelait le masque suivant presque même les indications, je veux dire, du comédien et tout. Et alors après, le masque appartient véritablement au comédien. C'était comme ça dans la Comédie d'Arte, vous savez que Harlequin avec son masque, Pandalin avec son masque, etc. Alors là, c'est Erhard Stiefel, je veux dire, qui est créateur et réalisateur des masques, et qui essaie, c'est un Polichinelle. Et vous voyez, là, c'est là où il y avait tous les masques. Bon, on va... j'ai des tas de photos, mais c'est pas... Bon, il reste plus beaucoup de temps pour vous poser des questions. C'est ça que j'ai peut-être été trop longue, je suis toujours très bavarde. Mais vous pouvez... Oui, je vais vous donner tout de suite. Si vous avez des questions à me poser, vous pouvez peut-être les donner par, je sais pas, moi, écrit à Tom Bishop, et je peux vous donner les réponses à Tom Bishop, si vous voulez. Non, c'est un peu dommage. Le quoi, de s'appeler Soleil? Je sais pas, c'est peut-être dû au pays du soleil levant. Ariane, pendant un moment, a voyagé, a été très impressionnée, je veux dire, par l'Orient et tout ça. C'est aussi parce que le soleil, c'est la vie, c'est la lumière, etc. Et que sont des gens qui pensent que le théâtre doit être en même temps politiquement engagé dans la mesure où c'est pas qu'il doit être un théâtre partisan et dire faut faire ça ou faut faire ci, c'est pas didactique au sens là, mais doit participer en quelque sorte de notre temps et tout, c'est ça. Mais en même temps, c'est le théâtre, ça doit aussi donner de la force aux gens. Les gens, ils doivent rire, ils doivent pleurer, ils doivent se sentir de la force.
Or, le soleil, ça vous donne de la force, n'est-ce pas? Enfin, moi, ça me donne de la force. J'aime bien ça, comme vous voyez, j'aime ça. Et la biographie, alors, si vous voulez, en anglais, il n'y a pas beaucoup de choses, mais il y a quand même, dans la revue The Drama Review, qui est publiée par El Wayou, il y a le numéro 52, où il y a une description, mais c'est simplement une description de 1789. Dans le dernier numéro, qui est, alors le numéro 52, celui-là c'est le numéro 66, c'est le tout dernier, c'est Political Theatre. J'ai écrit un article sur le théâtre politique en France après 68, mais où je parle un peu du Théâtre du Soleil, et il y a aussi une description de l'âge d'or faite par quelqu'un d'autre. Donc vous avez quelques informations là-dessus. Malheureusement pas autant, parce qu'il a été coupé l'article, mais enfin. Et toujours en anglais, dans la revue Performance, qui cesse d'être publiée maintenant, mais j'espère que ça va être publié, mais il y a le numéro, dans le numéro 2, qui est plus intéressant d'ailleurs parce qu'il y a une interview d'Ariane Mnouchkine, c'était quand ils étaient à Londres. Alors, elle parle un peu, je veux dire, du théâtre et tout. C'est assez intéressant. Et il y a aussi quelque chose sur 1789. Ça, c'est numéro 2 de la revue Performance. OK. Et dans le numéro aussi 4 de Performance, il y a aussi, je crois que c'est 4, oui, il y a aussi quelque chose sur le, c'est-à-dire, j'ai écrit un article sur le théâtre, pour situer le théâtre en France, et il y a aussi quelque chose sur le Théâtre du Soleil, mais peu. Dans Travail théâtral que vous devez pouvoir trouver, je pense, ici, la revue, là, il y a quand même beaucoup, je veux dire, parce que il y a le numéro, où est-ce qu'il c'est ce premier numéro? Il est là, bon. Le numéro 2 de Travail théâtral est essentiellement sur 1789, mais avec un entretien avec Mnouchkine, un entretien avec comment ça s'appelle, le scénographe, vous savez, l'architecte, etc., etc. Alors, ça, c'est le numéro 2, hiver 71. Ensuite, sur 93, et entretien aussi avec Ariane Mnouchkine, des notes sur le spectacle. J'ai suivi le spectacle complètement, de 93, l'élaboration. Un entretien avec les comédiens, un article sur rôle et personnages, et aussi un article, parce que je n'ai pas eu le temps de vous en parler, mais ils font aussi des spectacles en dehors, je veux dire, de leur show. C'est numéro 8, été 72. Numéro 8, été 72. C'est toujours le travail théâtral. Toujours travail théâtral. Et le dernier numéro de travail théâtral, pas pour faire de la publicité pour la revue, hein, c'est parce que c'est une des seules, non mais c'est une des seules, c'est un peu un de nos théâtres. Numéro 18-19, parce qu'on a fait un double numéro. 18-19, hiver, printemps 75. Il y a beaucoup de choses, c'est vraiment vraiment intéressant sur aussi, et aussi ça vous intéresse parce que c'est beaucoup par dialogue avec Ariane Mnouchkine elle-même et avec les comédiens, etc. Mais il y a aussi une étude, je veux dire, sur le Théâtre du Soleil et les règles du jeu. Entre parenthèses, dans ce dernier numéro, il y a beaucoup de choses sur le théâtre français contemporain. Hein, il n'y a pas seulement ça, il y a des choses sur des entretiens avec des dramaturges, enfin des auteurs dramatiques, etc. Donc ça peut vous intéresser. Et puis,